Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. J'aime Paris au mois de mai. Que c'est triste Venise, au temps des amours mortes. Viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Charles Aznavour raconte son histoire. Aznavour Story, bientôt sur votre radio. Le club Ararat TV de Richard Fandikian. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le Club Ararat TV Radio Dialogue. Vous retrouvez cette émission multidiffusée sur Radio Dialogue, également en podcast sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, ccifa-france.com. Vous retrouvez aussi cette émission sur les réseaux sociaux et notamment sur notre page Facebook où vous pouvez poster vos commentaires. Tout d'abord, avant de commencer cette émission, nous allons la dédier à Michael. Michael Assatourian avait 16 ans et demi. C'était un jeune scout marseillais qui ne demandait qu'à vivre sa vie. En quelques minutes, à peine, sa vie lui a été volée. Michael a été matraqué et tué à coups de couteau devant son lycée le 12 janvier dernier. Les Marseillais qui refusent la violence et la communauté arménienne s'étaient massivement mobilisés ces derniers jours pour lui rendre hommage. Radio Dialogue et Ararat TV s'associent à la peine et à la douleur de sa famille et de ses proches. Nous n'oublierons pas Michael. Le sommaire du Club Ararat TV aujourd'hui, nous commencerons avec un autre hommage, celui que nous rendrons au pasteur Robert Sarkissian qui vient de nous quitter à l'âge de 85 ans, c'est Christian Apotelose. En studio avec nous, rédacteur en chef de Radio Dialogue, qui nous dira dans quelques secondes qui était cet homme qui a consacré sa vie entière aux plus démunis. Œcuménique dans ses actes, il aidait ceux qui le sollicitaient sans distinction de race ou de religion. Dans le cadre de 2015, année du centenaire du génocide arménien, vous pourrez assister à Marseille à la 5e édition du Festival national du livre franco-arménien qui se déroulera le samedi 25 avril dans le grand hall du Palais de la Bourse sur la Canebière. Nous ouvrirons aujourd'hui une première page du journal du festival en accueillant le professeur Robert Dermerguerian, auteur de l'ouvrage « Les 12 piliers de l'identité arménienne en compétition pour le prix Charles Aznavour 2015 ». Mais tout d'abord, Christian Apotelose, rédacteur donc, je viens de le dire, en chef de Radio Dialogue. Bonjour Christian. Bonjour. En quelques minutes, rendons hommage au pasteur Robert Sarkissian, disparu à l'âge de 85 ans. Après une vie bien remplie au service des Arméniens du monde, il fut pasteur des églises évangéliques arméniennes en France pendant les années 60-70, puis directeur général de la Fondation Karageuzian et pasteur des églises protestantes réformées de France au Liban. Alors pendant toutes ces années, il aura développé de nombreux dispensaires et autres services à la personne au Liban, mais aussi en Syrie et en Arménie. Alors pourquoi était-il parti au Liban, Christian Apotelose ? Il était d'origine marseillaise, son frère vit toujours à Marseille, André Sarkissian, marseillaise, comme tous les Arméniens. Il était parti d'Arménie naturellement avec un passeport sans retour. Ses parents étaient partis d'Arménie avec un passeport sans retour. Et lui avait eu la vocation et il avait fait ses études de théologie à l'église, à Aix-en-Provence, oui, à la faculté de théologie, qui s'appelle aujourd'hui Jean Calvin, qui s'appelait pas Jean Calvin à l'époque. Et puis il avait été en poste à Gardanne pendant longtemps. Donc c'était le pasteur de Gardanne, de l'église évangélique de Gardanne. Puis à un moment donné, il a souhaité réapprendre ou apprendre l'arménien. Et je ne sais quelle idée lui a pris, j'en sais pas plus, il a décidé d'aller apprendre l'arménien à Beyrouth. Ah ouais. Et là, je pense qu'il a fait la connaissance de celle qui sera toute sa vie son épouse et qui est une femme merveilleuse, qui est Thérèse, et il restera à Beyrouth. Il est allé là-bas parce qu'il y a une forte communauté arménienne à Beyrouth, qui est dans le quartier de Bourjamoud, que oui, les Arméniens connaissent bien. Oui. Et donc là, il a non seulement appris l'arménien, mais finalement, il est resté à Beyrouth. Et il a trouvé un poste dans la fondation Karageuzian. La fondation Karageuzian, c'est une fondation américaine
Arménienne, Oui. qui a été créée suite au décès d'un jeune garçon de moins de 20 ans, 16 ans, et qui a mis de l'argent, qui a fructifié. Et comme les Américains savent bien gérer, il y avait de plus en plus d'argent, et comme il y avait un développeur qui était le pasteur Robert Sarkissian, il a commencé par un petit dispensaire dans le quartier de Bourg-Hamoud, et puis après il s'occupait des femmes, des enfants, puis des personnes âgées. Et la première fois que je suis allé à Beyrouth, j'y allais pour des raisons professionnelles. Je me dis quand même, il y a peut-être l'occasion d'aller à un culte. Je suis protestant, je me dis il y a un pasteur, je vais voir le pasteur Robert Sarkissian. Grand personnage, incroyable, qui vous accueille dans un temple. On aurait cru que c'était un temple français, parce qu'il était planté là au milieu de Beyrouth, et puis qui me fait visiter tout de suite en allant dans Bourg-Hamoud ses œuvres. Et là, on a des foyers pour personnes âgées, et là, il n'était plus du tout le pasteur, c'était un peu le père de la communauté, puisque à l'entrée, il y avait naturellement les photos des trois communautés, des pères des trois communautés. Oui. Hein. Il respectait les apostoliques arméniens, les catholiques arméniens, les protestants arméniens. Il était accueilli de façon extraordinaire, il s'occupait des enfants, des femmes, et il développait non seulement au Liban, mais il développait en Syrie. Oui. Et il avait des œuvres en Syrie qu'il allait visiter régulièrement. Alors, faut pas croire qu'il avait de l'argent comme ça, qui était un robinet ouvert. Tous les ans, il devait remettre un très gros rapport. Il allait à New York, aux États-Unis, il rendait compte à la Fondation Karagosian, rapport qu'il m'a longtemps envoyé, qui faisait 150 à 200 pages, où précisément il racontait qui il avait aidé, à quoi ça avait servi, etc. Donc, il a été principalement son poste de salarié, je veux dire, c'est de la Fondation Karagosian. Puis après, quand il était à la retraite, il n'avait plus de revenus de cette fondation. Et puis, en même temps, il y avait le poste de pasteur protestant à Beyrouth qui était disponible. Et c'est une histoire assez étrange que ce poste pastoral, parce qu'il est issu de la guerre de 14-18. En 1918, quand l'Allemagne perd la guerre, elle doit rendre ses biens qui lui appartiennent à la France. Et dans les biens qui appartiennent, il y a des biens religieux. Mais les biens religieux, dans les règles, ça doit être de l'accord de Versailles, les biens religieux doivent être dévolus à des religieux. Donc les Français ne savent pas trop quoi faire d'un temple à Beyrouth, et donc ils le donnent à ce moment-là aux protestants, qui sont un peu embarrassés, parce que les protestants à Beyrouth ne sont pas très nombreux. Les seuls protestants qui y sont les protestants évangéliques, qui ont fondé l'EUB, l'école américaine l'université américaine de Beyrouth. Et donc là, il hérite d'un temple, d'une école, et donc il décide effectivement de le faire. Donc il a été le pasteur de cette église protestante de Beyrouth, qui a été dans un lieu de conflit absolument incroyable, puisqu'elle était pendant les années 70 à 95, on se souvient que ça a été des années de guerre effroyables au Liban, qui était la ligne de démarcation, et il était juste sur la ligne de conflit. Et donc les bombes passaient au-dessus, et lui restait là. Et il a dit, ça sera un lieu de dialogue. Et donc, il recevait tout le monde. Et par son charisme, par sa façon d'être, ne pas prendre parti entre les communautés, entre qui était qui, il recevait les différentes autorités religieuses. Il pouvait avoir les druzes qui venaient, les maronites, les sunnites qui venaient. Et donc, il a fait des offices absolument incroyables, où il y avait peut-être plus de gens, beaucoup plus de gens non protestants que de protestants dans la salle. Mais il était apprécié comme étant quelqu'un qui portait un message de paix au Liban et qui croyait à la paix au Liban. C'était un personnage absolument extraordinaire, une grande stature, très respectée. Et lors de l'hommage qui lui a été fait, puisque les protestants rendent grâce à Dieu de la présence de Robert Sarkissian, et on peut rendre grâce à Dieu d'avoir eu un pasteur comme ça, à la fois à Marseille, à Gardanne et à Beyrouth, parce qu'il a apporté un message de paix absolument extraordinaire. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qu'on retiendra de Robert Sarkissian ? Sans doute le message de paix de l'Évangile ? La capacité d'écoute. Son épouse, Thérèse, qui est toujours vivante, il y a une école protestante qui avait une majorité d'élèves musulmans, puisque les protestants n'étaient pas nombreux là-bas. Elle faisait des cours de Bible. C'est difficile de faire des cours de Bible quand on n'a qu'à faire qu'à des musulmans. Elle dit, maintenant, je prenais dans la Bible ce qui était en commun, et elle était surnommée Madame la Bible là-bas. Et donc, voilà, il savait parler, s'adapter à tout le monde, écouter le message de tout le monde, et porter un message d'écoute, de paix, au milieu vraiment quand on connaît Beyrouth, on voit tout à fait ce qu'était cette ligne de démarcation, ce petit temple sur une colline, un havre de paix. Et ceux qui l'ont connu disent, mais il sortait quand même s'il y avait des bombardements, il buvait un café ou un thé dehors, parce que ça devait être un lieu de paix et de concorde. Et il a passé ces 15 années de guerre comme ça, et après il a continué à être reconnu comme étant un homme de paix au milieu de Beyrouth. Et quand on lui a rendu hommage à Marseille, au temple de la rue Grignan, le pasteur Anne Faisandier a très bien choisi un texte de la Bible. Il dit, c'était ma force et ma faiblesse, la phrase de saint Paul. Parce que un pasteur protestant plutôt réformé au milieu d'un Beyrouth où il y a 18 religions, c'est rien du tout. Il n'avait aucun poids. Et pourtant, il a pu, tout seul,
par la force de sa foi, de sa conviction, avoir un temple plein. Moi, je suis allé au culte à Beyrouth, le temple était rempli, mais pas forcément de protestants baptisés protestants, mais de gens qui disent non, je suis musulmane, mais je viens l'écouter. Mais il avait appris l'arabe alors, il parlait Alors l'arabe. lui n'avait pas appris l'arabe, sa femme le parlait, mais il prêchait toujours en français. Il avait appris l'arménien, Bien sûr, mais il faisait des cultes en français et il portait une parole évangélique, une parole libre, une parole reconnue dans une ville partagée par des tas d'opinions, par 18 religions, par des tas de conflits, et il avait su se mettre à l'écoute de tout le monde. Merci en tout cas pour ce très bel hommage rendu à Robert Sarkissian. Merci Christian Apotelos d'être venu dans le Club Arabe TV. Merci. Le magazine du festival. Dans le cadre de 2015, année du centenaire du génocide arménien, vous pourrez assister à Marseille à la 5e édition du Festival national du livre franco-arménien qui se déroulera le samedi 25 avril dans le grand hall du Palais de la Bourse sur la Canebière. Nous ouvrons aujourd'hui une première page du journal du festival en accueillant dans ce studio le professeur Robert Dermerguerian qui a déjà pris la parole. Bonjour professeur. Bonjour. Je rappelle quand même que vous êtes le fondateur de la chaire d'arménologie à l'Université de Provence. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Les 12 piliers de l'identité arménienne, publié chez Thaddée, en compétition donc pour le prix Charles Aznavour 2015, qui sera donc décerné le même jour à Marseille, ce même 25 avril. Alors le prix Charles Aznavour 2015, un prix exceptionnel, qui sera présenté, comme ce fut le cas en 2006, lors de l'année de l'Arménie, dans l'émission de Michel Drucker, Vivement Dimanche. Je voudrais terminer en pensant à Charles Aznavour, que tu aimes tant, et à Levon Saillant, le génocide des Arméniens de Raymond Kevorkian, Odile Jacob, l'histoire de ce génocide, expliquée par un historien arménien, 1000 pages, et on comprend mieux la genèse de ce gigantesque crime de masse qui a abouti à la mort de 1,5 million d'Arméniens entre 1915 et 1916. Cet ouvrage vient de remporter le prix Charles Aznavour. Voilà à l'instant le journal de Béatrice Schoenberg. Bonne semaine. Voilà, la présidente du jury du prix Charles Aznavour 2015 cette année est Agnès Varamian. Après avoir été rédactrice en chef adjointe du magazine Envoyé spécial, Agnès Varamian est aujourd'hui rédactrice en chef du 20h de France 2. Quelques mots maintenant à propos du festival. Parmi plus d'une cinquantaine d'auteurs invités, notons dès maintenant la présence le 25 avril de Monseigneur Di Falco, qui dédicacera le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde, qu'il a co-signé. Un ouvrage édité par XO Éditions. Le comédien Pascal Légitimus sera également avec nous, mi-arménien, mi-antillais, et il signera, lui, Les Inconnus le meilleur, publié chez Albin Michel. Gérard Chalian, le célèbre géostratège, présentera son dernier ouvrage, Opération Némésis, chez Fayard. Gaïd Zminassian, journaliste au Monde, sera présent avec Le Rêve brisé, le carnage arménien, chez Flammarion. Ariane de la Campagne, on parlait tout à l'heure de Beyrouth, elle viendra spécialement de Beyrouth afin de nous faire découvrir son très beau livre de photographie intitulé Les Arméniens de Bourjamoud, que publie Somoji. La jeune romancière Clara Nallan, en compétition pour le prix Charles Aznavour, présentera son premier roman intitulé La valse de sa vie, chez l'Harmattan. Le milliardaire Kaloust Gulbenkian fera l'objet d'une conférence proposée par Maurice Ezran, qui a écrit un livre sur l'homme d'affaires ayant légué sa fortune au Portugal. Kaloust Gulbenkian, Le pétrole et l'art, chez l'Harmattan encore. Pinar Selek, c'est une militante féministe et écrivaine turque. Elle viendra, elle, présenter Parce qu'ils sont arméniens, publié chez Liana Lévy. Claude Mutafian nous fera découvrir pour sa part La Méditerranée des Arméniens, chez Goettner. Taline Der Minassian défendra l'ouvrage de Paul-Henri Bordeaux, L'immortel de Trébizonde. C'est aussi publié chez Thaddée, le même éditeur que vous, Robert. Oui. Gérard Dédéian, professeur d'histoire médiévale et membre associé du Collège de France, que vous connaissez aussi, sera à Marseille pour le livre qu'il a coécrit avec Carole Yankou, Du génocide des Arméniens à la Shoah, chez Priva. Et il y a un autre ouvrage aussi qu'il faut signaler, et qui est aussi en compétition pour le prix Charles Aznavour, c'est le très beau Momig de Isabelle Estourné-Djeïzian, publié chez l'éditeur La Griffe de Vinaya.
Donc, on va terminer, on va en donner encore quelques-uns. La cuisine arménienne sera également de la partie avec la restauratrice lyonnaise Sonia Esguilian et son livre « Ma cuisine astucieuse » publié aux éditions La Martinière, ainsi que de nombreux autres auteurs et de nombreuses surprises, comme celle que nous fera l'architecte Roland Carta, ami des Arméniens, l'un des invités d'honneur du festival, ou encore Patrice Bastiera, autre ami des Arméniens, pour le livre Le Petit Livre de l'Olympique de Marseille chez Hugo Sport. Et enfin, autre écrivaine invitée du festival, Isabelle Nohain-Rému, petite fille de Rému et de Jean Nohain, en compétition pour le prix Alain Terzian en 2015, avec son livre Rému, un grand enfant de génie, publié au Cherche-Midi. Rému, dont Orson Welles disait qu'il était le plus grand acteur du monde. Voilà, il y aura beaucoup d'autres surprises au cours de ce festival, donc le 25 avril au Palais de la Bourse. Le magazine du festival. Alors parlons dans ce magazine du festival des 12 piliers de l'identité arménienne. Professeur, vous écrivez que les Arméniens, au contact des plus grandes et anciennes civilisations d'Orient et d'Occident, ont créé une culture originale dont la richesse, surprenante, dites-vous, lui confère une portée universelle. Alors pourquoi cette richesse est-elle d'une portée universelle ? Il est bien connu que les Arméniens se sont installés près du mont Ararat, et c'est le carrefour de civilisations orientales et occidentales. Et la culture arménienne est un mélange de culture orientale et occidentale. On trouve les deux à la fois. Dans ce sens, elle est très originale, et l'apport de la culture arménienne, elle est universelle, parce qu'elle est unique. Alors, j'ai intitulé mon ouvrage « Les 12 piliers de l'identité arménienne ». Il y a deux mots-clés dans le titre, pilier et identité. On sait qu'un pilier, c'est une colonne robuste qui soutient un édifice. Mais une identité nationale, c'est aussi un édifice. Et les piliers que j'ai choisis, ce sont des événements historiques majeurs, l'action de personnes illustres, qui ont donné un nouveau sens à la vie du peuple arménien. Chaque événement et chaque action de personne a donné aux Arméniens un nouveau trajectoire. Donc, quels sont ces piliers finalement, qui sont uniques et irremplaçables? Le premier pilier, je commence par le fondateur de l'ethnie arménienne, qui est le patriarche Haïk. Parce que la fondation de l'ethnie arménienne commence par une guerre. Haïk, avec sa tribu, lutte contre le titan Bel, auquel il était tributaire. Il refuse de payer les tribus, et au cours d'une guerre, Haïk tue Bel et va avec sa famille s'installer au pied du mont Ararat. Oui. C'est là que commence l'histoire du peuple arménien. C'est le fondateur. L'acte de naissance du peuple arménien commence par Haïk. D'ailleurs, Haïk est l'éponyme du peuple arménien, on dit Hayastan, n'est-ce pas? Oui. Le pays de Haïk, n'est-ce pas? Voilà comment commence l'histoire des Arméniens. Et au fil des siècles, au fil du temps, d'autres événements historiques sont venus pour se greffer à cette fondation et donner aux Arméniens une identité qui est vraiment unique et singulière. Je peux citer encore un ou deux piliers, si nous avons le temps. Oui, oui. Disons, un des piliers est aussi le règne de Tigrane II le Grand. Oui. Au 1er siècle avant notre ère. Il a fondé un empire arménien et il a créé la cohésion du peuple arménien. À partir de ce moment-là, tout le monde parlait l'arménien au 1er siècle, au 2e siècle avant notre ère, comme le dit Strabon. Et donc, sa contribution est immense. Un autre pilier, évidemment, est l'adoption du christianisme. Le christianisme est l'événement majeur dans la vie spirituelle des Arméniens, et c'est grâce au christianisme que les Arméniens ont pu se défendre leur identité face aux voisins qui n'étaient, eux, pas chrétiens. Donc on considère, et aujourd'hui encore... C'est le premier peuple, royaume chrétien de l'histoire. Absolument, tout à fait. Et alors, évidemment, le pilier central de l'identité arménienne, c'est évidemment la langue et l'alphabet arménien. Et l'alphabet, bien sûr. Alors, le chapitre sur la langue est le plus long, il fait plus de 20 pages, oui. Et je donne les détails de l'importance de la langue, ainsi que l'importance de l'alphabet, la création de l'alphabet en 405 de notre ère, et l'action de Mesrop Mashtots
est véritablement irremplaçable. Hein. Et donc, toute cette histoire, il faut la lire pour la connaître. Alors, pourquoi ai-je appelé ce titre et eu cette idée d'écrire ce livre? Parce que je me rends compte que dans la communauté arménienne de France, notamment de Marseille, que j'observe déjà depuis des décennies, il y a un vide culturel. Tous ceux qui se considèrent comme arméniens ne connaissent pas leurs racines. Alors, la lecture de ce livre aidera aux gens à connaître l'héritage que leurs ascendants ont laissé. Connaître ses racines, c'est très important pour avoir l'idée de l'appartenance à la collectivité et la solidarité avec la collectivité arménienne. Par conséquent, je crois que, d'abord, tout lecteur francophone peut découvrir les valeurs identitaires arméniennes. Et notamment, ce livre s'adresse aux jeunes arméniens, et moins jeunes aussi, qui sont coupés de leurs racines et qui donc pourront découvrir les valeurs fondatrices de l'identité arménienne, les traits constitutifs de l'identité arménienne. Alors d'où ce peuple, 3 fois millénaire, tire-t-il ce souffle de vie dont vous parlez? Ce souffle de vie, dites-vous, a permis à l'Arménie de se distinguer parmi de nombreuses ethnies et surtout de survivre quand tant d'autres ont disparu. Absolument, c'est tout à fait vrai. Alors, à quoi peut-on attribuer la longévité du peuple arménien, finalement? Oui. L'ethnie est reconnue et fondée déjà 1000 ans avant notre ère. Hein. La première mention de l'Arménie vient du roi perse Darius, qui dit « j'ai conquis l'Arménie » en 520 avant notre ère. Je pense qu'il y a une qualité essentielle du peuple arménien, c'est de mémoriser les événements essentiels de son histoire et surtout de savoir transmettre la mémoire de génération en génération. La tradition voulait qu'en arménien, il y avait beaucoup de goussans. Les goussans, ce sont des troubadours qui voyageaient de ville en ville, de village en village, et qui racontaient au peuple les événements essentiels. Et cette tradition de transmission continue pendant le Moyen-Âge et jusqu'au temps moderne. Aujourd'hui encore, il y a quelques troubadours arméniens comme ça. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la musique. Ce sont des ils sont formés eux-mêmes, ouais. Et donc cette qualité a permis aux Arméniens, alors que d'autres peuples qui avaient des écritures dans l'Antiquité ont disparu, les peuples de Mitanni, les Hittites, les Phrygiens, les Louvites, même l'araméen a disparu. Il n'y a qu'un village, il paraît, en Syrie où quelques personnes parlent encore l'araméen. Ouais. Donc cette qualité de transmettre les valeurs identitaires arménienne a permis au peuple de traverser le temps, de traverser l'Antiquité, le Moyen-Âge, arriver jusqu'au temps moderne et donc se maintenir jusqu'aujourd'hui. Mais il est important de continuer cette tradition de transmission. Donc ce livre est un acte de transmission. Tel le phénix, écrivez-vous, le peuple arménien allie 2 génies, créateur et guerrier, car il doit se défendre en permanence. C'est malheureusement toujours vrai aujourd'hui. Absolument. Aujourd'hui encore, nous savons que l'Arménie est une enclave au sud du Caucase, entourée de pays hostiles et qui véritablement essaye de réduire son importance et de réduire son économie. Et donc, par conséquent, on a tous les jours des nouvelles du front du Karabakh. Hier encore, 2 soldats arméniens ont péri, et il y a des accrochages quotidiennement, il y a une tension véritable qui, évidemment, ne contribue pas pour le moral du peuple arménien, évidemment. Mais enfin, les Arméniens sont habitués, ils ont traversé le temps à travers les guerres, et donc ils continueront, je l'espère, je suis optimiste, et je voudrais que cette tradition continue de transmission. Ouais. Merci Robert Dermerguéan, vous avez été le premier invité de ce journal du festival. Merci d'être venu. Merci de votre invitation. À très bientôt.
Avant de terminer, un mot sur une émission que vous suivrez prochainement sur Dialogue et que l'on retrouvera sur toutes les radios franco-arméniennes de France, ainsi que sur Radio JM à Marseille, une série d'émissions consacrées à Charles Aznavour, qui nous a reçus avec Jacques Bonadier dans sa maison de Mouriès au cours d'une longue interview. Émission qui s'inscrit bien sûr dans le cadre des célébrations du centenaire du génocide arménien au cours de l'année 2015 et qui permettra à tous ceux qui le souhaitent de se rendre le samedi 25 avril dans le grand hall du Palais de la Bourse sur la Canebière afin d'assister à une projection publique gratuite d'un film de 2 fois 52 minutes dans lequel le plus célèbre des artistes français parle de sa vie et de sa carrière. Aznavour Story ou Charles Aznavour en Provence, à ne pas manquer donc bientôt chaque semaine sur Dialogue jusqu'au 24 avril et la projection du film le samedi 25 avril, c'est-à-dire le lendemain des commémorations à 16h. Vous pouvez déjà noter ce rendez-vous à 16h au Palais de la Bourse de Marseille sur la Canebière. Voilà, c'est la fin du Club Ararat TV Radio Dialogue. Merci à vous d'avoir participé à cette émission, professeur. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. Vous retrouvez donc cette émission en podcast sur le site de la Chambre de commerce ccifa-france.com et sur les réseaux sociaux, ainsi que sur une page Facebook Aznavour Story que vous pouvez rejoindre dès que vous le souhaitez. En attendant de vous retrouver dans un prochain numéro du Club Ararat TV, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Dialogue.